Donc aujourd'hui, on va parler dépendance et spiritualité. Et pour parler de ce thème, je suis très très heureux d'avoir Loïc Michaud, qui est là ce soir et puis qui a accepté de pouvoir venir nous parler. Et, c'est vrai que ce thème est venu un petit peu et un petit peu maturé en moi depuis quelques mois, parce que j'avais entendu Loïc sur un podcast sur la question de la dépendance et de l'addiction au chemsex. Et aussi, j'avais lu un article dans le 360 où il revenait sur ces questions. Et puis, au fait, j'ai été très interpellé par son parcours, mais aussi par lui en tant que personne et par ce qui se dégageait de lui par rapport à son vécu. Et puis, j'avais envie de faire autre chose que les interviews que j'ai pu entendre de lui, où on parle techniquement de chemsex, de dépendance, de son travail, mais j'avais envie un peu de pouvoir découvrir qui il est en tant que personne. Et puis c'est comme ça que voilà, je l'ai contacté, et puis on a passé un peu du temps ensemble. Et puis aujourd'hui, on vous propose cet entretien. Donc pour la suite, je vais te regarder toi. Comme ça, je vais pouvoir. Voilà. Donc, Loïc, moi j'ai décidé ou je te propose déjà de modérer cette rencontre et de proposer 3 tableaux. Un premier tableau où on pourra parler un peu de ton vécu et voir un petit peu d'où tu viens. Un deuxième, on va parler de la dépendance. Et un troisième, on va parler de spiritualité. Et pour en venir d'abord à la question de ton vécu, je vais commencer par une citation. L'autre jour, quand on était ici, j'ai pris pas mal de notes, tu as vu. Et puis voilà cette situation qui en est ressortie. J'ai grandi une enfance normale. Mon père était boucher. J'allais à la messe le dimanche. Je voulais faire médecine. C'est après que les choses ont dérapé. Est-ce que tu aimerais bien me parler un peu du contexte dans lequel tu as grandi, je crois dans une petite ville dans le Jura français, nous raconter le contexte social et familial dans lequel tu as évolué? Moi, je suis né dans une famille milieu social, classe supérieure, normale. Je suis l'aîné d'une fratrie de 3. J'ai des parents qui se sont rencontrés très jeunes, qui se sont mariés très tôt, qui ont fait des enfants très tôt et qui sont toujours ensemble aujourd'hui et qui nous ont élevés du mieux qu'ils pouvaient, je crois. Ils ont fait, ils ont joué leur rôle de parents avec les difficultés que la vie leur apportait. On n'a jamais été malheureux, on n'a jamais manqué de rien. Et moi, j'ai grandi dans ce milieu-là, en campagne. On est une toute petite famille parce que mes parents n'ont pas de frères et sœurs. Donc c'est vrai qu'on a toujours été assez refermés les uns sur les autres. Et voilà. Et puis dans ce contexte-là, donc tu m'avais dit au début que l'Église était déjà importante pour toi en tant qu'enfant et que tu allais à l'Église alors qu'en soi, je crois que ta famille n'y allait pas. Pas du tout. Et pourquoi est-ce que l'Église avait cette importance? On a tous été baptisés et on a tous eu cette possibilité d'aller faire notre catéchisme si on le souhaitait. Et moi, je l'ai fait jusqu'au bout. Et je sais que mon frère a fait la moitié, ma soeur a rien fait du tout. Et on était vraiment libre par rapport à ça. Et moi, oui, je suis allé à l'église. J'allais seul. Et j'avais plaisir à aller, ça me sécurisait. J'allais chercher j'allais chercher du cadre. J'allais chercher des réponses, certainement. J'allais chercher à comprendre aussi pourquoi j'étais comme j'étais, puisqu'il y avait tout un tas de questionnements qui se mêlaient. Et j'y suis allé. J'allais aussi pour montrer que j'étais pas comme les autres. Donc tu penses que déjà à ce moment-là, tu ressentais que tu n'étais pas comme les autres. Dans ta famille, est-ce que, par exemple, toi, à quel moment est-ce que tu as ressenti que tu étais plus attiré par les garçons?
Je sais pas, je te dirais quoi. Ouais, 15 ans, un peu avant mes 15 ans. Ouais, 12, 15 ans, au moment où on entre en France, c'est le collège à cet âge-là. C'est là où on commence tu vois, être dans les vestiaires, etc., les sports d'équipe, machin, tout ça. Et là, ouais, je pense que, mais ce truc de être différent des autres, hein, ou du moins être pas compris par les autres, je pense que c'est ma sexualité, c'est par ma sexualité que ça va se manifester le plus et que ça va prendre forme. Mais je grandis avec ça depuis tout petit et j'en ai pas conscience par contre. Donc je cherche un petit peu des choses auxquelles me raccrocher. Et je pense que c'est ce qui va se passer avec la religion. Des choses auxquelles me raccrocher pour tout simplement survivre dans un monde dans lequel je grandis et où j'arrive à prendre prise à rien du tout. Mhm. Parce que voilà, aussi dans cette citation au début, tu me disais, et puis ça peut paraître totalement anodin, mais voilà, ton papa est boucher, toi tu es infirmier. À la base, tu voulais faire des études de médecine, tu es gay, tu es célibataire, je crois, peut-être pas. Ton père, il est père de famille. En fait, simplement tout ça pour dire que vous avez une trajectoire qui, en apparence, il y a un fossé qui vous sépare. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a mené, à quel moment, tu dis que tu t'es toujours senti différent, mais qu'est-ce qui t'a amené à prendre une trajectoire différente? Moi, je pense que je me suis mis en opposition avec ce qui, à l'intérieur de ma famille, m'a donné le moins d'amour. Je pense que c'est ça. Et j'ai un papa qui manifestait très peu son amour, qui, je sais qu'il m'aime, mais il le manifestait très peu. Et pour moi, qui a besoin de toujours plus, c'est quelque chose qui m'a manqué. Et je me suis vraiment mis en opposition. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est symptomatique de ma maladie. C'est ce besoin d'aller montrer que je suis différent, d'aller ressentir et d'aller donner prise au fait que je suis différent, je ne suis pas compris et je peux m'accrocher à rien. Et en parallèle de ça, il y a eu ce truc où, en tant qu'aîné, on m'a mis dans une position où je devais être un petit peu, ou du moins c'est comme ça que je le ressentais, vitrine d'une famille. Et on a attendu énormément de choses de moi. C'est pour ça, moi, j'ai jamais voulu faire médecine, tu vois, par exemple. D'ailleurs, je savais pas quoi faire. Je pense que le propre de la dépendance avant la consommation de produits, c'est de ne te passionner pour rien, ne, vu que tu arrives à prendre prise à rien, moi, j'étais incapable de dire qu'est-ce que j'aimais, j'étais incapable de dire ce que je voulais faire plus tard. Et c'est ma mère qui m'a inscrit dans des écoles et qui m'a dit, Pam, tu vas faire ça, ça, ça. Parce que j'étais incapable de gérer ça. Et même très tard, tu vois, jusqu'à mes 20 ans. Mais à ce moment-là, comme tu dis que, après on en viendra à la question de la dépendance, mais comme tu dis que la dépendance, que tu considères une maladie chez toi, était déjà présente en tant qu'enfant, de quelle manière est-ce que tu soulageais ce besoin de dépendance? Quel était le produit pour toi de la dépendance quand tu étais enfant? Quand j'étais enfant, je ne sais pas si j'avais besoin d'un produit pour soulager ça. Je pense que la maladie, elle commençait à se manifester par d'autres symptômes que la consommation de produits. Pour moi, la consommation de produits, c'est vraiment l'aboutissement. Et avant ça, il y a toute une palette de symptômes qui va se manifester. Et finalement, au final, je consomme des produits parce que les dégâts que la dépendance a provoqués sont tellement importants qu'il faut anesthésier le tout. Mais au début, je souffre des symptômes sans comprendre de quoi je souffre. Parce que tu vois, ce truc de ne pas se sentir appartenir, c'est un truc intérieur que tu ressens, c'est un truc que tu conscientises un petit peu, que tu touches de temps en temps du doigt, où tu vas te mettre en situation pour te rendre compte qu'en effet, tu vois, quand, quand tu conscientises que tu es attiré par les garçons et que quand même tu vas continuer à aller à l'église tous les dimanches et à entendre des choses qui ne sont pas forcément en accord avec, c'est vraiment pour aller accentuer tous ces trucs-là. Et moi, je me suis perdu complètement complètement perdu dans ce truc-là. J'ai vraiment grandi en me perdant, tu vois, en tournant en rond. J'ai construit mon vide en tournant en rond comme ça, et j'ai cherché dans quelle chapelle je pouvais aller pour être compris. Alors j'ai essayé avec la religion, mais j'ai essayé avec tout un tas de groupes d'amis. J'avais plein d'amis, et je passais d'un groupe à un autre, et j'en sortais parce que je me sentais pas compris. Et petit à petit, tu grandis, et il y a plus de liberté, donc plus petit à petit
les excès ils vont de pair parce que je touche à des choses qui sont plus destructrices. Et puis, j'ai plus le carcan familial qui me protège. Et vu que moi, je sais pas me protéger, c'est open bar après. Voilà, alors là, tu es encore dans ta ville d'origine, dans le Jura. Un moment, je crois que tu as décidé de faire des études de médecine, que tu n'as pas poursuivi. Je crois que tu es parti à Besançon faire des études de médecine. Et ensuite, tu es parti à Lyon. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es parti à Lyon faire tes études d'infirmier? Non, pour ton premier job d'infirmier, je crois. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé à ce moment-là au niveau de la dépendance, du fait de vivre, de glisser dans une dépendance? Moi, quand je suis parti faire déjà mes études de médecine, j'ai raté parce que j'avais des comportements excessifs avec la fête, avec l'alcool. Donc, j'ai réussi, en revenant chez mes parents pour faire mon école d'infirmier, j'ai réussi à avoir un diplôme. Je pense que je n'aurais pas eu si j'étais resté loin. Et je pars à Lyon parce que je suis persuadé que c'est mon salut affectif, Lyon. Que je vais pouvoir trouver un mari et que c'est terminé, je me range et voilà. Et c'est pas vraiment ça qui va se passer. Je vais trouver une relation d'amour, mais je vais la trouver avec le produit. Et plutôt des maris que... et plutôt des maris, ouais. Des maris d'un soir. je vais croire que je vais commencer en faisant la fête parce que je vais avoir besoin, je vais chercher à appartenir à la communauté. Et le milieu, les quelques personnes que je fréquente et le milieu de la partie du milieu que je vais fréquenter, c'est tous des mecs où on fait la fête le samedi soir, on se défonce, on fait des afters et c'est de la fête et c'est du sexe et tout se mélange. Sauf que moi, je suis pas capable de faire ça longtemps. Ça veut dire qu'en quelques mois, mais genre en 2-3 mois, je vais déjà plus aux soirées parce que je suis défoncé avant la soirée. Donc les autres partent, mais moi je peux pas aller me traîner en soirée parce que je suis défoncé. Et puis moi j'en ai rien à foutre d'aller faire la fête en fait. Ça m'intéresse pas parce que ce que je veux c'est directement passer à l'after et aller baiser. Donc j'ai ce truc-là qui arrive très rapidement. Non, là on rentre en plein dans le sujet de la dépendance et là je vais aussi reprendre une de tes citations. Tu m'avais dit je chassais des mecs avec aucun plaisir de les faire venir, un besoin insatiable de consommer de la drogue, de consommer des hommes. J'ai une dépendance à la drogue, j'ai une dépendance au sexe, j'ai une dépendance affective, cela affecte tous les domaines de ma vie. Alors, à quel moment, voilà, tu es à Lyon, tu commences à faire la fête, tu commences à... Voilà, qu'est-ce que c'est? Déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est pour toi la dépendance? C'est quoi? C'est une maladie, pour moi c'est une maladie. C'est de concevoir ça comme une maladie qui m'a sauvé la vie. C'est-à-dire une maladie qui est obsessionnelle et compulsive, une maladie des émotions, je suis incapable de gérer mes émotions, et la consommation de produits, c'est un des symptômes de ma maladie. Et si j'arrête juste de consommer, par exemple, j'arrive pas à vivre normalement. Je suis obligé d'appréhender le tout dans son ensemble. Et c'est une maladie qui vient impacter tous les domaines de ma vie. C'est pour ça que de manière insidieuse, elle est rentrée dans toutes les failles qu'elle pouvait trouver pour pouvoir se manifester. Et de manière plus ou moins grave et importante, mais ça va être dans les relations affectives, dans les relations sexuelles, dans ma relation au travail, dans ma relation aux autres, dans mes relations familiales, dans la consommation de produits, dans les conduites alimentaires. Et ensuite, il y a une notion de produit de choix où il y a un produit avec lequel je match. Et moi, je pense qu'il y a même 2 produits avec lesquels j'ai matché. C'est les hommes d'un côté et les drogues de synthèse que je consommais de l'autre. Mais ça, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'est le chemsex. Parce que là, c'est vrai que les personnes qui nous écoutent ce soir ne connaissent pas forcément toutes, ou ne savent pas forcément toutes de quoi il s'agit, ou
ou comment est-ce qu'on rentre dedans ou de quoi il s'agit? Peut-être tu peux nous en parler un peu. Le chemsex, c'est l'usage de produits en contexte sexuel. Et certains types de produits sont plus utilisés que d'autres parce que c'est des produits qui sont psychostimulants et qui vont provoquer des espèces de, ça va un petit peu, comment je dirais, ça va nous stimuler et ça va développer nos capacités. On va vraiment penser que ça va venir jouer sur les notions de performance, etc. Et on va se retrouver avec des sessions de chemsex. C'est comme ça que ça existe principalement aujourd'hui, c'est-à-dire des garçons qui se retrouvent à plusieurs, qui consomment des produits pendant plusieurs jours et puis ensuite qui s'arrêtent. Ça fonctionne un petit peu en petit réseau et voilà. Et le chemsex en soi n'est pas quelque chose de problématique quand on y applique toutes les règles de réduction des risques, de safer use, etc. Là où ça devient problématique, c'est qu'on est sur des produits qui ont des capacités, des potentiels addictifs qui sont hyper importants. Et le problème, c'est quand on est dépendant et qu'on tombe dedans. C'est-à-dire qu'il y a tous les ingrédients pour que la maladie puisse s'exprimer. Parce que, voilà, là, on parle quand même de prise d'amphétamine. Le slam, c'est quand même, on passe quand même aux injections. Donc, on passe quand même dans une prise de drogue dure par injection qui est quand même banalisée, d'une certaine manière, pour un domaine, pour des personnes qui ne sont pas spécifiquement habituées à ces questions-là. C'est ça. L'idée, c'est de ne pas pathologiser une communauté qui l'est déjà par le traumatisme des années SIDA, par toutes les discriminations qu'il peut y avoir, et de dire que c'est OK de consommer des produits, de quelque manière que ce soit, et quelques produits que ce soit, du moment où on est informé sur ce qu'on prend, du moment où on est informé des conséquences qu'il peut y avoir, et du moment où on est vigilant les uns les autres. Le problème, c'est que tout ça, dans une situation de dépendance, ça n'existe pas. Puisque le propre de la maladie, c'est de nous faire perdre la maîtrise. Et quand on perd la maîtrise, quand on est dépendant, on est incapable de savoir ce qu'on consomme et de faire attention à la manière dont on le consomme. On est incapable de faire attention au matériel et d'utiliser du matériel propre, par exemple. Et on est incapable de faire attention à soi-même et aux autres. C'est-à-dire que autant les notions de consentement, elles disparaissent, comme la manière dont on reçoit le consentement de l'autre disparaît aussi. Mais à ce moment-là, quand voilà, on tombe dans le chemsex, en fin de compte, qu'est-ce qui est plus important? Donc, l'argument, c'est le sexe, mais en réalité, l'important, c'est plus la drogue, ou c'est le lien entre les deux? Ou c'est les deux à même niveau? Ouais. Ouais, je pense. Je pense. Chaque fois que j'allais rechuter, par exemple, soit j'étais appelé par l'envie de la drogue, soit j'étais appelé par l'envie du sexe. Mais jamais que l'un a appelé. Toujours soit l'un, soit l'autre, soit les deux. C'est vraiment deux choses qui sont dans mon cas autant problématiques l'une de l'autre. Et c'est pour ça que je perds si rapidement la maîtrise de ma vie. En l'espace de 6 mois, je passe d'une consommation qui est récréative à une consommation qui est quasi quotidienne parce que ça match. Les deux, ça match à mort, quoi. Pour moi, c'est vraiment... je tombe dans un truc où je peux vivre l'autodestruction sans m'en rendre compte. C'est assez fantastique, quoi. Mais est-ce que tu penses qu'on peut... En soi, est-ce que tu penses qu'on peut guérir de la dépendance ou est-ce que tu penses que l'abstinence est la seule solution pour s'en sortir? Moi, je suis convaincu que la dépendance est une maladie pour laquelle il n'existe aujourd'hui pas de traitement. Et la seule chose qu'il est possible de faire, c'est stopper l'évolution de cette maladie. Moi, c'est ce que j'ai réussi à faire, c'est stopper l'évolution. Et ça passe, oui, par de l'abstinence complète de toute drogue modifiant le comportement, y compris l'alcool et les médicaments. Et y compris de sexe en contexte de drogue, ça veut dire? Ça veut dire y compris, ça veut dire oui, ça veut dire plus de stimulation qui pourrait mettre en danger, du moins aujourd'hui. Ça veut pas dire que jamais je peux retourner dans une sex party où il y a des gens qui utilisent des produits.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, je sais que si je me confronte à ça, je suis à risque de rechute. Et que quand je mets les choses en comparaison, est-ce que je préfère vivre la vie que j'ai aujourd'hui ou est-ce que je préfère aller tenter ça et me mettre en danger au risque de rechuter? J'ai trop à perdre. Donc je préfère rester là-dessus. Et je suppose que aussi, une fois qu'on a goûté au sexe sous drogue, c'est aussi toute une nouvelle chose de réapprendre le sexe sans rien, sans produit, j'imagine. C'est vraiment de la rééducation. Quand je sors de mes 5 années de consommation active, je dois réapprendre à vivre. Je suis une espèce d'animal. Je suis vraiment une espèce d'animal où j'ai vécu tout ce qu'on peut vivre dans une période comme ça, c'est-à-dire le manque de tout, quoi, les mises en danger, les excès, les, les abus, les viols, tout. Et tu sors de ça, tu es obligé de réapprendre à vivre et de reprendre par la base parce que tu sais juste plus vivre du tout. L'idée, c'est déjà comment je vais vivre 1 heure sans mon produit, quoi, parce que ça me permettait de tout faire, comment je vais faire. Et, du coup, forcément, ça en découle, le sexe, bah, bien sûr, c'est compliqué, quoi. Ça ne peut pas revenir comme ça. L'idée, d'ailleurs, c'est de suivre un certain temps d'abstinence affective et sexuelle pour, pour déjà pas se mettre en danger et mettre le produit suffisamment loin et pour pouvoir juste réapprendre, quoi. Et toi, donc, comment ça s'est été à Lyon? Voilà, si on reprend un peu ton récit, tu étais à Lyon, tu t'es enfoncé très rapidement enlisé dans cette dépendance. Et puis après, voilà, tu as trouvé une voie, aussi en partant en Suisse. Quelle était la voie que tu as trouvée pour pouvoir te reconstruire? Moi, j'ai d'abord cru qu'en déménageant, j'allais mettre fin au problème. Et tu peux changer d'endroit comme tu veux, la maladie, elle reste là, elle reste avec toi. Donc, je suis revenu, je me suis installé en zone frontalière de Genève, et puis je me suis dit, c'est bon, c'est terminé, c'est derrière. Bon, il m'a fallu 3 semaines, quoi. Et au bout de 3 semaines, bam, je recommençais. Et j'ai essayé de faire un peu plus de réduction des risques, j'avais retrouvé un travail, etc., tout ça. Et du coup, j'ai essayé d'avoir des fréquences j'ai essayé d'arrêter, moi. J'ai toujours voulu arrêter de consommer. Donc, j'ai essayé de mettre de plus en plus d'espace, etc. Mais rien ne fonctionnait. Vraiment, rien ne fonctionnait. Moi, j'ai fait des tas de thérapies, j'ai vu des tas de psy. Je suis allé prier tous les Super, bravo. pour que ça s'arrête. Bon, moi, je fais pas. Pour moi, j'ai déplacé la voiture et déjà la mettre en. Rien n'a marché. Rien n'a marché. Super, je suis heureuse. Ah, moi aussi. Mais donc, alors, ça veut dire que le poivrier échoue. Magda, J'ai muté Magda, excusez-moi. jusqu'au jour où on m'a proposé un programme. Et on m'a proposé un programme qui était différent de ce qu'on me proposait jusqu'à là. Et c'est quoi ce programme dont on t'a proposé? Ce programme, c'est une méthode qui s'appelle la méthode Minnesota, qui est une méthode qui est proposée par des personnes qui en ont elles-mêmes bénéficié pour se rétablir. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui dans mon travail. Et cette méthode, qui est basée sur l'abstinence complète de toute drogue modifiant le comportement, elle va t'inviter par des processus déjà d'identification à sortir de cette sensation d'isolement dans laquelle tu es. Parce que moi, j'étais persuadé que j'étais tout seul dans mon truc et que ma situation était la plus grave, que c'était impossible d'en sortir parce que c'était dramatique, etc., etc. Donc j'ai eu besoin de pouvoir prendre de la hauteur, prendre du recul, qu'on me dise, regarde, il y en a d'autres comme toi et il y en a d'autres qui ont réussi. Moi, ça m'a vraiment donné une bouffée d'espoir. J'ai dit, ok, je suis capable de faire quelque chose. Et puis, moi, je pense, de par mon bagage professionnel, je cherchais quelle maladie j'avais. Parce que j'avais besoin de comprendre pourquoi je consommais. Donc, j'ai cherché quelle maladie j'avais. J'ai longtemps cherché si c'était de la faute de mon père, de ma mère, etc. Et cette méthode, elle t'explique que tu as une maladie. Tu as une maladie qui est génétique, avec laquelle tu es venu au monde.
et que tu l'auras toute ta vie, puisqu'il n'existe pas de traitement, mais qu'il y a une possibilité pour s'en sortir. Et elle t'explique que t'es pas fou, quoi. T'es pas schizophrène, t'es pas bipolaire, t'es pas borderline, etc. Juste, t'es dépendant. Et, et elle te met en avant tous les symptômes qui existent en plus de la consommation de produits et tous les symptômes qui existent avant la consommation de produits. Et c'est comme ça que moi, toute ma vie s'est éclairée comme ça. Moi, j'ai vraiment pris c'était un immense soulagement. J'ai respiré, je crois que c'était la première fois que je respirais en 5 ans. Le jour où on m'a dit tu as une maladie. Parce que c'était tellement. Je suis une personne hyper compliquée. On m'a dit tu vas t'en sortir en faisant simple. Et moi, ça a été génial. Vraiment génial. Et à ce moment-là, tu bossais déjà comme infirmier au Checkpoint à Genève? Non. Non, à ce moment-là, je travaille dans les soins à domicile, je crois. À ce moment-là, je vais le job on job parce que vu que je consomme, ben, tu arrives à faire l'illusion pendant un certain temps, et puis au bout d'un certain temps, vu que l'ego il est important, il faut faire bonne figure, tu t'en vas avant qu'on me dise quelque chose. Moi, j'ai fait des sauts comme ça jusqu'à temps que je commence à me rétablir. Ouais. Et quand tu étais en cours de rétablissement, à ce moment-là, il y a eu cette opportunité de job à Checkpoint, qui est donc la consultation pour hommes gays. Comment tu décris le Checkpoint? Le Checkpoint, c'est un centre de santé sexuelle pour les hommes ayant du sexe avec les hommes, les personnes trans et les travailleurs du sexe. Et on y fait principalement de la santé sexuelle, c'est-à-dire du dépistage, suivi VIH, IST, PrEP, PEP, etc. Et depuis l'année dernière, j'ai mis en place une consultation pour les usagers de produits en contexte sexuel. Une consultation qui s'adresse à des garçons qui ont un usage problématique de produits et qui se posent des questions, qui ont envie d'arrêter. Et puis, il y a des suivis individuels et il y a des groupes de parole. On se réunit 2 fois par mois pour des groupes de parole et ça fonctionne bien, ça fonctionne vraiment bien. Et c'est à nouveau la même chose qui s'est passée pour moi qui se produit, c'est-à-dire que l'identification fait qu'il y a un ouf de soulagement qui est ressenti par l'usager. Le fait de pouvoir discuter avec quelqu'un qui a vécu la même chose que toi, je trouve que c'est hyper important dans ce domaine-là. Moi, je vois des gens se rétablir tous les jours, qui sont dans des situations aussi glauques que celle dans laquelle j'étais, et qui arrivent à se rétablir et sans prendre de médoc. Le propre de cette méthode, c'est qu'on ne prend pas de médoc, on ne compense pas un produit par un autre. Et ça fonctionne. Dans la dernière partie sur la spiritualité, tu nous en parleras un peu plus de l'importance d'aider les autres et puis de pourquoi est-ce que ça devient presque un sacerdoce de se dire je dois m'aider moi-même, mais pour le faire, je dois aider les autres. Mais avant de passer à ça, je voulais juste aussi revenir sur un truc que tu m'as dit quand on s'est vu. C'est, voilà, je vais lire une phrase que tu m'as dit. La manière avec laquelle je joue avec mon image est un symptôme de la maladie, la dépendance. Alors voilà, je veux dire, moi je t'ai connu sur les réseaux sociaux, t'es un beau gars, tu te mets quand même en avant, t'aimes bien prendre soin de ton image, c'est pas un problème parce que je pense que l'ego est important. Mais en même temps, j'ai toujours trouvé ça m'a interpellé. En même temps, ce soin que tu prends à mettre en avant ton image, ou à quel point c'est important pour toi, et en même temps, cette espèce de fragilité et cette grande vulnérabilité qu'on ressent chez toi. Et puis, la question, c'est en quoi est-ce que ton image, le besoin de mettre en avant ton image est lié à la dépendance? Alors, l'ego est important, oui. Le problème chez moi, c'est qu'il est pathologique. C'est-à-dire que un des symptômes de ma maladie, c'est justement d'être complètement enfermé dans l'égocentrisme. Moi, je me suis enfermé pendant longtemps dans cet égocentrisme où, avant que je consomme des produits, le bien-être des autres ne m'intéressait pas vraiment et j'étais en permanence dans des relations conflictuelles parce que j'avais raison, parce que j'étais plus important que les autres, parce que c'est moi et moi seul qui détenais la vérité.
Et une fois que je tombe dans la consommation de produits, c'est un ego problème pathologique aussi parce que je consomme vraiment sans avoir aucun état d'âme sur ce que ma consommation peut avoir comme effet sur mon entourage. Ça, c'est un truc, je n'ai jamais, j'en avais rien à foutre, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est hyper, tu vois, avec le recul, je me dis, mais c'est dingue, quoi. J'en avais rien à faire. Ma mère s'est piquée avec mes seringues, je me fichais. Je consommais. Et du coup, bah forcément, quoi, tout ça, cet ego-là, il continue d'être là. Et même si je consomme plus, je me bats pas avec mon ego parce que ça sert à rien, mais je dois composer avec lui pour qu'il soit le moins destructeur. Et je suis conscient de là où ma maladie, elle va chercher à s'exprimer. Et donc, sur les réseaux, ouais, il y a une recherche d'approbation, il y a une recherche de validation de l'autre, il y a, euh, il y a une recherche d'attention parce que je suis carencé à ce niveau-là de par ma construction, parce que je suis carencé à ce niveau-là de par l'expérience que j'ai eue, mais c'est juste OK. Moi, c'est hyper important ça, et c'est quelqu'un qui m'a expliqué ça. Juste, il faut être OK. Et, et moi, je suis OK aujourd'hui avec le fait que j'ai certaines fragilités, j'ai certaines vulnérabilités. Et au contraire, aujourd'hui, la chance que j'ai, c'est que le travail d'introspection que j'ai fait, il est tellement important que j'ai réussi à les identifier et je réussis à vivre avec. Je ne cherche même pas à combattre ça euh, ou à aller recoudre ses plaies, etc. Non, je suis OK qu'il y ait ces choses-là et juste j'avance avec. Pour faire la transition sur cette dernière partie qui est le lien avec la spiritualité, j'aimerais te lire une citation que j'ai découvert ce soir d'ailleurs, de Jacques Besson, qui est un professeur à la fac de biologie et de médecine à Lausanne et qui est addictologue, qui a beaucoup travaillé sur la question de la dépendance et de la spiritualité. Et dans un de ses livres, il a dit « L'addiction et la spiritualité apparaissent comme les deux faces d'une même monnaie. Elles font face à l'angoisse fondamentale de l'être humain. La première, dans une logique d'autodestruction. La seconde, dans une perspective de résilience. » On peut en reparler. J'aimerais commencer par poser la question, crois-tu en Dieu ? Moi, je crois en une puissance supérieure à moi-même qui est bienveillante et qui m'aime. Mais est-ce que ça a changé ? Parce qu'au début, tu vois, tu me parlais du rapport que tu avais à la religion quand tu étais gamin. Et là, je ne crois pas que tu l'as dit aujourd'hui, mais il y avait vraiment cet attrait aussi pour le rituel. Il y avait cet attrait pour la religion qui venait aussi de la peur de la mort, en fait, toutes ces idées qui sont liées à ce que représente la religion, plus que Dieu qui est à l'intérieur. Et est-ce que ça a évolué ? En quoi est-ce qu'aujourd'hui la spiritualité a une importance pour toi ? Si tu veux, moi je me suis beaucoup tapé dessus avec la religion parce que moi, j'allais pleurer à l'église tous les dimanches quand je consommais, en demandant pardon et en étant persuadé que ma consommation c'était une punition qui m'était infligée parce que j'étais homosexuel. Moi j'avais cette croyance-là. Et j'ai fait évoluer, grâce au programme que je suis, j'ai fait évoluer ce truc-là parce qu'en fait rien n'est de ma faute. Et puis, et en fait, il n'y a pas un Dieu vengeur contre moi, contre ce que je suis, etc. etc. Et c'est comme ça que j'ai réussi à prendre de la distance avec ces idées-là. Alors après, la religion, elle me sert un peu à cadrer ma spiritualité aujourd'hui. Parce que à plus je développe ma spiritualité, à plus je me sens m'éloigner de la religion. Et en même temps, tu m'as dit ça l'autre jour, encore avant-hier, quand on s'est vu, tu m'as dit, mais au fait, je vais à l'église tous les dimanches, et au fait, voilà, je le dis de manière un peu schématisée, mais au fait, je ne suis même pas en accord avec cette église ou avec ce qu'ils prêchent,
et pourtant j'y vais. Moi-même, je me pose la question, mais pourquoi j'y vais en réalité? Parce que tu vois, quand j'y vais, par exemple, je me sens pas appartenir. Et du coup, ça vient que renforcer ce symptôme qui est en moi et qui est le sentiment de non-appartenance. Alors que je peux très bien aller rejoindre les groupes de dépendants que je fréquente, dans lesquels je me sens appartenir à 1000%. Et pourtant, j'ai besoin toujours d'aller là-dedans. Et le travail d'introspection que je mène actuellement, c'est de chercher et de peut-être trouver des réponses est-ce que c'est juste une manière de continuer à me faire du mal? Ou est-ce que c'est juste, je vais juste chercher ce qui me fait du bien? Parce qu'il y a énormément de choses qui me font du bien quand je vais aussi à l'église. Et parce que je fréquente aussi des religieux qui sont dans des démarches spirituelles qui sont comparables aux miennes et qui sont hyper ouverts d'esprit, et ça existe, ça existe. Et donc je peux me sentir appartenir avec certaines personnes. Bah, peut-être que là, on en revient à justement à cette citation de Jacques Besson, où finalement, si on se dit, est-ce que la spiritualité peut être le produit, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un produit qui est bon et un produit qui est mauvais, et que tant qu'à faire si on est dépendant, mieux vaut aller, comme Jacques Besson le dit, vers un produit, dans ce cas-là la spiritualité, qui nous apporte une perspective de résilience et quelque chose de positif, plutôt qu'elle nous amène vers une autodestruction. Moi déjà, je suis persuadé que je suis dépendant. J'étais dépendant hier, je suis dépendant aujourd'hui, je serai dépendant demain. Donc mes comportements obsessionnels et compulsifs envers des produits quels qu'ils soient ou des thématiques, je dois composer avec. En effet, il faut ensuite faire la différence entre ce qui va me détruire, ce dans quoi je vais me détruire et ce qui est plutôt sain. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il n'y a que la spiritualité qui peut me sauver la vie. Il n'y a que la spiritualité qui est suffisamment forte pour que je mette ça face à cette maladie que j'ai et qui est extrêmement puissante. J'ai absolument aucun contrôle, moi, sur cette maladie. Elle se manifeste à moi de n'importe quelle manière, et même quand ça va, tu vois, je peux passer dans une rue où j'ai fait un truc et je vais avoir envie de consommer, ou je peux être en train d'étendre mon linge, j'ai envie de consommer. Et si à ce moment-là, je peux pas faire appel à un truc supérieur à moi, plus puissant, que je vais mettre en face de ça, je suis perdu, vraiment perdu. Mmh. Et d'ailleurs, tu m'avais aussi dit, la spiritualité est la seule chose qui peut me permettre de faire face au vide de la dépendance. Et ça, c'était une nuance qui était intéressante, parce que dans le texte que je t'avais proposé au début, moi, je t'avais proposé de dire la spiritualité te permet de combler le vide de la dépendance. Et tu as repris mon texte, tu m'as dit non, ça, je suis pas d'accord avec, parce que la réalité, c'est pas de le combler, mais c'est d'y faire face. Parce que toi, tu pars de ce principe que ce vide ne peut pas être comblé. Non, moi je pense vraiment que mon squelette intérieur, il est construit autour de ce vide, et que, imagine le produit. Ces en fait si fortes, si puissantes, même elles n'ont pas réussi à combler de manière continue et de manière suffisamment importante ce vide qu'il y avait en moi. Donc je peux essayer de mettre n'importe quoi, j'arriverai jamais à combler. La seule chose qui m'aide à vivre avec ce vide et du coup à conserver mon énergie, c'est vraiment la spiritualité. Et quand je travaille ma spiritualité, quand je me sens connecté avec ma puissance supérieure, je ressens physiquement cet état de, tu vois, un truc où je suis empli de sérénité. Tu veux, le vide n'est pas rempli, c'est des nouvelles émotions qui se mettent à la place. C'est de la sérénité, c'est de la sagesse, c'est toutes des choses qui me permettent juste de vivre normalement. Et en parlant de vide, là j'ai une piste qui me vient comme ça à l'esprit, c'est peut-être que Dieu se trouve justement dans le vide et dans cet espace de silence et de vide. Et c'est peut-être justement là qu'il faut qu'on le trouve. Peut-être. Mais pour finir ce petit temps d'entretien, peut-être juste te demander, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer à d'autres qui pourraient souffrir de la dépendance, ou
s'il y avait une chose que tu pouvais leur dire, tu dirais quoi? Pas qu'on peut s'en sortir. Mhm. Et voilà, moi j'ai la preuve tous les jours qu'on peut s'en sortir parce que je vois des gens s'en sortir. J'y crois parce que des gens avant moi s'en sont sortis et me disent que c'est possible. Et je crois vraiment à ce système d'entraide entre pairs. Je pense que c'est la chose la plus efficace. Et moi, ça m'a vraiment sauvé la vie. Et si moi, j'ai réussi à sortir de ma consommation et sortir de la situation dans laquelle j'étais catastrophique, c'est que tout le monde peut le faire. Mhm. Bah, merci en tout cas, Loïc, de t'ouvrir à nous et puis de prendre ce temps pour parler à cœur ouvert. Merci à toi.